Bienvenue à Manifeste, le podcast 100% politique où on parle de tout sauf de politique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Samy et Jinx. Je suis avec mon associé Reda. Je vous laisse vous présenter, messieurs. À vous l'honneur. Alors, moi, c'est Samy Benfer. Je suis un enfant des quartiers nord, du 13e et 14e arrondissement. Alors, un ancien enfant, parce qu'aujourd'hui, je suis grand-père. Et oui, Ça se voit pas. d'accord. Dans ma vie professionnelle, on va dire que je suis entrepreneur et élu à la ville de Marseille en charge de la délégation des taxis de l'économie sociale et solidaire. Denks Turki, j'ai 26 ans, je suis originaire du 13e arrondissement de Marseille, dans le nord de la ville aussi. Et actuellement, je suis coordinateur d'un mouvement qui s'appelle Ambition citoyenne. Et je suis aussi coordinateur général de la gauche républicaine et socialiste à Marseille. Donc, si j'ai bien compris, déjà bonjour Samy. Bonjour Reda. Si j'ai bien compris, tu es candidat dans le 13-14 de Marseille. Alors oui, nous sommes candidats à l'élection municipale dans le 13e et 14e arrondissement, mais on va aller au-delà de ça. Dans ce 13e et 14e arrondissement qui a été remporté en 2014 par l'extrême droite, nous appelons au rassemblement de ce qu'on dit dans le jargon politique, toutes les forces progressistes. Voilà. Notre candidature, elle existe parce qu'elle porte un regard et un fonctionnement, un raisonnement nouveau face à la politique. Mais nous ne sommes pas des gens qui prônent la division et plutôt le rassemblement de tous. Donc nous sommes candidats et nous appelons à être tous ensemble sur les prochaines élections de 2026. Eh ben, merci Samy. C'est que l'union fait la force. Merci. Donc là, on va Exactement. commencer l'émission, on va revenir plus sur ton parcours personnel. D'accord. Donc, je demandais déjà, dans quel quartier tu as grandi? Alors moi, je suis né dans le 14e. J'ai grandi au Merlin, à la citadelle, de ma naissance jusqu'à l'âge de 11 ans. À 11 ans, j'ai déménagé pour le 13e et pour la cité Le Clos-la-Rose. Et si tu veux, avec ma scolarité, avec mes inscriptions dans les clubs sportifs du 13e et du 14e à la fois, et mon parcours de vie, je me définis comme un véritable citoyen du 13e et 14e arrondissement et arrondissement auquel je suis très attaché. Marseille avant tout. Moi aussi, vive le 13. Eh Comme oui. seul one. Et toi, Dinks, dans quel quartier tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi dans le quartier des Olives, c'est entre la Rose et la Valentine. Et j'y suis né et j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans avant de rentrer en gendarmerie. Donc ensuite, je suis rentré en gendarmerie et j'ai dû quitter Marseille. J'ai été affecté dans les Hautes-Alpes. Mais j'y suis revenu parce que Marseille, ça reste quand même Léman. la ville de cœur. C'est ça, on y est attaché. Les mains. Yam. Eh oui. Samy, comment Oui. ton quartier il t'a influencé dans ton parcours? Alors, je vais te dire une vérité, mais quelque chose, tu vois, je ne vais pas raconter un conte de fées. Moi, je quitte l'école, je me fais renvoyer de l'école. Bon, je vais passer les détails parce que je ne suis pas très fier, tu vois, pas très discipliné. Donc, je rentre très tôt dans la vie professionnelle et j'ai du mal à trouver un patron qui respecte un peu le travail que je fournis. Et dans mon désir d'émancipation, je crée ma propre société. Mais c'est juste une idée au début. Et cette idée, elle est née sur la murette. Pour les anciens, ils savent d'où je parle. La murette du Clos-la-Rose où on restait assis quand on n'avait rien à faire. Et je m'assois, je dis je vais monter ma boîte. Et les convergences, alors j'avais un collègue qui était coursier dans une boîte qui me dit écoute, ça fonctionne comme ça chez moi. L'autre qui était aussi dans le domaine du transport, on me dit mais ça se passe comme ça et je monte ma boîte. Et au tout début, j'ai eu le soutien des gens avec qui j'ai grandi, qui n'ont pas compté leurs heures, qui ont travaillé avec moi. Et si tu veux, ma réussite individuelle, c'était par répercussion la leur. Et voilà, dans cette idée de solidarité, j'ai pu, moi, construire ma première société. Et si tu veux, chemin faisant,
quelques années après, j'ai voulu rendre au quartier ce qu'il m'avait apporté, cette solidarité que j'ai toujours connue. Et je me suis engagé dans l'associatif. Et de l'associatif à la politique, si tu veux, on est toujours en train de commenter les politiques. Et j'ai voulu être plus acteur que commentateur. Et je me suis engagé politiquement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assis face à vous. On remerciera la murette, celle en face du collège. Voilà. C'est celle-là, la fameuse. On te retourne la question. Alors moi de mon côté, comment m'a marqué le quartier, c'est que moi j'ai perdu mon père très jeune dans un règlement de compte. Et vous savez, dans les quartiers, et notamment à l'époque, il y avait une certaine solidarité. Et cette solidarité, elle m'a permis de découvrir autre chose, de m'ouvrir. Et c'est ce qui m'a permis après de m'élever et de voir d'autres facettes du monde. Et cette solidarité-là que j'ai reçue, du coup, j'essaye humblement de la reproduire aux nouvelles générations, quoi, qu'ils puissent eux aussi avoir des gens qui les accompagnent et Transmettre. qui transmettent exactement. Bien sûr. Moi, je voudrais revenir à ce que tu disais, Samy, par rapport Tu es très jeune, il a monté son entreprise. Nous, avec Toro, justement, c'est notre premier boulot ici, c'est d'aider les jeunes à monter leur entreprise. Parce que pour nous, c'est une manière d'émancipation. Quand on veut se créer une situation, parce que quand on rencontre un jeune, la première chose qu'il nous dit par rapport à nous à l'époque, l'argent. Donc, s'il veut faire de l'argent, c'est une manière de pouvoir être indépendant et de monter sa boîte. Donc, j'aimerais bien savoir un peu plus par rapport à ton expérience, qui t'a accompagné, comment tu as su qu'il fallait passer une licence de transport, tout le parcours qui t'a accompagné dans ton projet. Alors, Reda, je ne veux pas faire causette, mais je t'avouerai qu'à part cette solidarité que j'ai connue avec les miens, c'est-à-dire les gens avec qui j'ai grandi, personne. Personne. J'ai eu, si tu veux, que des mauvais conseils, que de la, comment dirais-je, de la désinformation. Et ce que je dis aujourd'hui à tous les jeunes, et je le dis vraiment de manière lucide, tous les jeunes, et en particulier ceux qui ont grandi dans les quartiers populaires et dans des difficultés fortes, hein, qu'elles soient familiales ou économiques, ça, il faut le prendre comme un atout. Parce que lorsqu'on vit dans ces conditions-là, il ne faut pas se résigner. Ça veut dire que toutes les difficultés inconsciemment qu'ils ont vécues, ça les prépare à devenir de très bons chefs d'entreprise. Ça les prépare à être de vrais combattants. On leur fait croire que voilà, ils sont voués à l'échec, ils sont voués à faire... Alors que, sans le vouloir, toutes ces difficultés-là les ont préparés à être les meilleurs des meilleurs. Alors, on s'en fout qu'ils savaient bien écrire ou bien lire ou bien parler. Ça, on s'en fout complètement. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est la performance qui compte. Et au-delà de la performance, l'entrepreneuriat, c'est la réussite, mais c'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent, c'est l'échec. Mais comme nous avons vécu étant jeunes et comme eux le vivent aussi, pas mal d'échecs, ils sont préparés à cela. Et ils sont beaucoup plus forts qu'un gars qui a eu, ou une fille qui a eu une vie très, très lisse, accompagnée avec des conseils de chefs d'entreprise ou autres, qui leur dit c'est comme ça, qui leur facilite. Non. Toutes les difficultés de leur vie, il faut qu'ils en fassent un bagage positif pour l'avenir. Alors moi, j'ai appris en prenant des claques. J'ai avancé en prenant des claques et souvent, j'ai pris beaucoup de claques. Et à force de prendre des claques, c'est comme à la boxe. À force de prendre des coups, tu sais les esquiver. Et humblement, chaque fois que je vois un jeune qui a envie d'entreprendre, même d'être entrepreneur ou pas, ou salarié de quoi que ce soit, j'essaye de lui donner un maximum de clés face à l'expérience que moi j'ai pu vivre. Mais malheureusement, alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, et de grands et de moyens, de petits, mais beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont issus des quartiers populaires. Donc voilà, des gens comme moi. À l'époque, il y en avait beaucoup moins, mais moi et bien d'autres, on essaye de leur donner les clés pour ce qu'on peut appeler la réussite professionnelle. Magnifique, vive l'entrepreneuriat. Et comme le dit mon grand ami Ahmed Bouzaoui, la première entreprise est celle qu'on fait avec sa femme et ses enfants. Ouais. Alors Dinks, ça m'a plu ce que tu as dit et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup à moi et Reda. On essaye beaucoup de faire venir des jeunes qui s'engagent dans l'armée, dans la police, parce que souvent on a une mauvaise image dans les quartiers nord de ce métier. Et si c'est pas nous qui nous contrôlons, qui nous contrôlera? Donc je veux revenir un petit peu sur ce que tu m'as dit. Est-ce que tes études t'ont aidé dans ton parcours de gendarmerie? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, moi j'ai arrêté l'école en fin de troisième.
J'avais réussi le brevet en troisième, je suis rentré en lycée général, mais en seconde, en fait, je trouvais plus trop mon compte. Le système scolaire ne convenait pas un peu à ma personne, donc j'ai arrêté. Et la condition de ma mère à l'époque, c'était tu arrêtes l'école, mais tu vas pas rester à rien faire, donc va trouver quelque chose. Et j'ai fait un service civique, quelque chose de. Donc pendant 8 mois, j'étais en service civique dans une structure associative où j'allais de quartier en quartier sensibiliser les familles aux éco-gestes, tout ça. À côté de ça, j'ai beaucoup joué au ballon. Et à cette période, j'avais un coach qui était lui-même gendarme. Et c'était un peu. À l'époque, les coachs, c'était pas comme maintenant où il y a cette politique élitiste de vouloir des équipes performantes et tout. Là, c'était vraiment des bons vivants. C'était un peu le tonton, quoi, le coach. Et donc, je lui avais parlé un peu, il connaissait ma vie et il m'a dit bah, écoute, tu devrais essayer d'entrer en gendarmerie. Il y a un concours qui se prépare. Et donc, il m'avait inscrit. Dès qu'il m'a inscrit, ben, j'ai planché un peu, je me suis entraîné et j'ai réussi le concours. Dès que j'ai réussi le concours et que j'ai intégré une école de gendarmerie, j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait pas forcément besoin d'études particulières ou quoi que ce soit. C'était que de la volonté, en fait. Et que les seules barrières qu'on pouvait se mettre, c'était les barrières qu'on se mettait nous-mêmes. À partir du moment où on passe ces barrières et qu'on s'émancipe de toute chose, on peut arriver à faire énormément de trucs. Moi, quand je suis rentré en gendarmerie, alors je sais pas si je peux rentrer dans les détails ici ou pas, mais Tu peux. j'ai fait des missions enfin, qui étaient incroyables. Et je me dis, moi, jeune des quartiers nord de Marseille, habillé en bleu, etc., je fais des missions, mais Hitch. enfin, j'y croyais pas, quoi. Et encore aujourd'hui, j'ai d'excellents souvenirs dans ce domaine. Magnifique, ça me fait plaisir. Si tu me contrôles, j'ai Là, là mes comme dit papiers. Jinx, tu vois, il y a une personne qui l'a marqué dans sa jeunesse. Et c'est souvent comme c'est le sport. Pour le sport, on arrive à se sentir citoyen et utile. Bien sûr. Et je trouve que dans les quartiers maintenant, il y a nos jeunes pratiquent moins le sport que nous auparavant. Je ne sais pas de quoi ça vient, Ben, les c'est réseaux, tout parce ça. que c'est parce qu'aujourd'hui on le voit, tout est devenu moins accessible. Mhm. Quand on voit dans un club de foot une licence à 300, 400 euros, pas tout le monde peut se la payer. D'accord. Quand on voit que il y a de moins en moins de structures sportives parce qu'elles sont moins accompagnées par les collectivités ou autres. Je C'est rentre ça. déjà dans le sujet politique, Non, mais c'est excusez-moi, ça, bien sûr. mais, Pas grave. mais il est là le sujet. C'est si les collectivités, si nos responsables politiques aujourd'hui n'accompagnent pas ce tissu associatif qui fait foisonner la jeunesse, ils peuvent pas y arriver. Et à Marseille, dans une ville comme Marseille, le tissu associatif est hyper important. Heureusement qu'encore aujourd'hui, dans certains quartiers, on a encore les petites associations de mamans, etc., qui sont un peu des associations à tout faire, qui accompagnent les jeunes, qui accompagnent les mamans, qui font des sorties, qui font... L'administratif. C'est tout, ça, ils font tout. exactement. Et Oui. heureusement qu'ils sont là, parce que déjà que notre ville est dans un état un peu catastrophique, si ces associations n'étaient pas là, ça serait 100 fois pire. Vive le tissu associatif. Alors là, on va passer sur l'identité, la culture marseillaise. Avec une question chacune. Selon vous, c'est quoi qui fait l'âme de Marseille, qui nous différencie des autres villes? On n'a pas le droit de parler de l'OM aujourd'hui, c'est tabou. Ah, Sinon, ah ouais. bip, tout sauf l'OM aujourd'hui. Excusez-moi, messieurs. On est tous supporters de l'OM, hein. Moi, je suis d'autant plus supporter quand ils perdent, hein, tu vois. Donc, voilà. Moi, ce que je peux dire, vraiment, hein, pour beaucoup, la seule ville où on n'est jamais étranger, c'est Marseille. Voilà. On le voit. On voit même des gens aujourd'hui et qui siègent au conseil municipal qui sont, ce qu'on peut dire, sans être péjoratif, des néo-marseillais. Donc ça prouve bien que c'est une ville qui accepte tout le monde, qui Accueillante. absorbe tout le monde. Et je le dis ouvertement, moi, moi je me sens pas 100% marseillais. Je me sens 1000% marseillais. Mais moi, je suis d'origine maghrébine, noire de peau, de confession musulmane. Et dans cette ville, je me suis jamais senti étranger. Jamais, jamais. Je me suis toujours senti chez moi. À l'inverse, il y a d'autres personnes qui sont du même type que moi. Dans d'autres villes, ils y sont nés, ils y ont grandi. Et parfois, ils s'y sentent étrangers en prenant de l'âge. Ça m'est jamais arrivé. Alors, l'identité marseillaise, c'est un tout. Et c'est aussi, j'aime à le dire parce que je la connaissais, mais je l'ai découvert de plus en plus à travers mon ami et collègue Christian Bosque, qui a porté la délégation provençale. Je trouve que le tronc commun de l'identité marseillaise, c'est aussi le provençal et ce qu'a été aussi, si je me trompe, l'occitan.
Donc, c'est tout ce mélange méditerranéen qui fait, comment dire, quelque chose de cosmopolite à Marseille, où un Marseillais qui y soit né ou qui soit Marseillais d'adoption, quelle que soit la temporalité, est toujours chez lui ici. C'est cette identité d'accueil aussi, d'appartenance, qui fait que nous sommes tous fraternels. Hein. Voilà. Tous Marseillais. Comment Oui. tu décrirais Marseille à quelqu'un qui ne la connaît pas? Marseille, c'est le soleil. Non, je rigole pour ceux qui ont la rêve. Je vais pas aller au bout, mais Non. non, Marseille, c'est une ville incroyable. C'est une ville incroyable et même au-delà de ça, en fait, Marseille, c'est tellement incroyable que Ambition citoyenne en découle, en fait. Ça découle de cette identité parce que le premier événement qu'on a fait, c'était définissons le nous. Qui sommes-nous? Et dans les quartiers, on entend souvent ouais, nous, mais nous qui? Nous les Algériens, nous les Marocains, nous les Arméniens, nous ci, nous là. Mais en fait, c'est nous les Marseillais. Et donc, quand on a fait cet événement-là, c'est là où on a vu la richesse, c'est que c'est nos différences qui font notre richesse. Et il n'y a pas une seule autre ville en France où on a cette richesse-là, en fait. On ne doit pas parler de l'OM, mais je vais parler du stade Vélodrome. Voilà, du Vélodrome. Je vais parler du Vélodrome. stade Vélodrome. Quand on va au stade Vélodrome, virage nord, virage sud ou n'importe où ailleurs, il y a des gens, il y a des jeunes, il y a des avocats, il y a des chefs de chantier, il y a des manœuvres, il y a de tout. Et en fait, on est tous rassemblés sous les mêmes couleurs, tous unis sous les mêmes couleurs. Et c'est ça la richesse de Marseille. C'est une ville où n'importe qui peut venir et à partir du moment où il aime la ville et il la respecte, eh ben, la ville l'aime et la respecte en contrepartie. Donc, c'est magnifique. Exactement, c'est le peuple bleu et blanc. Samy, Oui. s'il y avait une tradition marseillaise, Laquelle? tu peux remettre à jour. Celle que tu veux. Tu choisis. Une tradition marseillaise. Ouais. Mais, Ou s'il y a une tradition marseillaise qui te manque, ou une tradition marseillaise qui t'a touché. oh, tu me poses une colle là. Non, mais je crois qu'il y a pas mal comment dire, de points ou d'événements qui font qui rythment la ville de Marseille. Mais alors c'est plus une tradition à créer, je pense. Ça serait le jour des Marseillais, où un jour tous les Marseillais puissent se réunir dans un point donné de la ville, alors avec des festivités ou autres, mais pour tous les Marseillais, pas sur une thématique. En fait, c'est comment dire, sur l'identité globale de Marseille et pas dans un lieu récurrent. Pourquoi pas un jour au Vieux-Port et pourquoi pas parce que ça nous manque aussi dans les quartiers nord de la ville. Parce que les quartiers nord, c'est quelque chose de très important. Pour beaucoup, quand on dit quartier nord, tout le monde pense à un immeuble avec une cité et toutes les difficultés comment dire, du quotidien. Mais les quartiers nord, c'est beaucoup plus large que ça. C'est de grands espaces, c'est de beaux paysages. Hein. Quand on est à l'extrémité du 13e, quand on monte au pic de l'Étoile et n'importe quel jeune de quartier monter là-haut pour faire un footing ou pour autre chose. Je préfère. Voilà. Mais voilà, moi, s'il y aurait une tradition à créer, ça serait un moment fédérateur entre tous les Marseillais, quelle que soit leur origine ou leur classe sociale, se retrouver à un jour donné, au même moment, et peut-être dans différents lieux de la ville pour se réunir que sur un thème d'amitié. Magnifique. En tout cas, je serai présent. Ok, on va essayer. Et pour revenir à ton engagement politique, c'est tel événement à Marseille ou c'est toi qui as réveillé ton engagement politique? Alors, j'ai eu, enfin, je veux dire, je n'étais pas politisé, mais j'ai toujours eu une conscience politique. Moi, malgré mon parcours de vie, je me suis toujours défini comme un homme de gauche. Mais j'ai un parcours politique très paradoxal. C'est que l'éveil, qu'il soit politique et aussi dans l'associatif, c'est lorsque la mairie du 13-14 est passée au Front National, ça a été le point d'orgue où je me suis dit, c'est pas possible parce que ça ne reflète pas et ce territoire-là et les gens qui y habitent. Donc je me suis engagé. Arrive l'échéance de 2020 où, malheureusement, avec la famille politique dans laquelle je me reconnaissais, il n'y avait pas d'échange, et pas faute d'avoir essayé, c'est-à-dire la famille politique de gauche. Donc il arrive une supercherie qu'aujourd'hui, enfin, je suis très sympathique quand je dis ça, et je suis très mesuré, une arnaque, je vais dire. C'est que 2020,
la liste LR de Madame Vassal nous vend une idée, mensonge, et je m'en veux d'avoir été aussi naïf. C'est, voilà, on va monter une liste citoyenne dans les quartiers nord. Ça sera le laboratoire de demain si vous gagnez, le pouvoir aux citoyens plus qu'aux partis politiques ou aux dogmes politiques. Et moi, j'y ai participé. Et dans un concours de circonstances énormes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a les 3 listes de gauche qui se retirent alors qu'ils auraient pu faire alliance. On se retrouve, nous, une liste en fait qui a été construite parce qu'ils avaient des gains, ils n'avaient plus des gains à droite, donc ils ont fait ça, et moi avec, hein, de briques et de broc. Hein. Donc on était tous là, et concours de circonstances, on est élu. Mais quand on est élu, il faut suivre le menteur jusqu'à sa porte, et là on dit... il est où le pouvoir là? Et à quel moment on peut exercer ce qu'on est et ce qu'on pense? La machine politique, elle est tellement lourde que on a bien compris qu'on ne pouvait pas. Alors, c'est pas, je ne veux pas condamner, enfin, parce que j'ai eu des mots un peu durs, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de condamner une quelconque formation politique. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui doit changer avec tout le monde, c'est-à-dire les politiques existants, et les futurs élus pour l'amélioration de tous. Donc nous, on est rentré là-dedans. Aujourd'hui, on est là. Et il faut que les choses s'améliorent, surtout pour les générations futures qui auront, je pense, un esprit beaucoup plus fédérateur et moins clanique qu'on a pu avoir. Et bon, pour finir, mon engagement politique, il est né lorsque l'extrême droite a pris le pouvoir. Dans le 13-14. Et toi, Jinx? Alors moi, mon engagement politique, il est né alors lorsque j'ai quitté la gendarmerie. J'ai perdu un collègue en gendarmerie, donc ça m'avait mis un gros coup au moral, et j'ai quitté. Mais je voulais quand même rester un peu attaché à l'institution. Et donc j'ai monté une association qui lutte contre l'absorption délinquante et le décrochage scolaire. Parce que souvent, quand les jeunes quittent l'école, ils traînent et ils se font rapidement absorber du côté obscur de la force, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, de fil en aiguille, l'asso se développe et je suis contacté par des élus du 13-14 en 2021, donc la mairie actuelle, et qui me proposent tout et n'importe quoi. Et j'ai aucune conscience politique à ce moment-là. Je m'y connais pas du tout et je me dis, purée, ils me proposent des locaux, ils me proposent des subventions, ils me proposent voilà, de devenir une asso beaucoup plus costaud. Mais il y avait une contrepartie, bien évidemment. Cette contrepartie, c'était de porter l'étendard de cette mairie et d'avoir un peu des jeunes qui étaient, comment dire, les soldats qu'on appelait à chaque événement. Donc s'il y avait un événement organisé par la maire de secteur, il fallait ramener les jeunes. Et ça, moi, je l'ai refusé catégoriquement, parce que si on propose quelque chose pour le développement des jeunes, il n'y a pas de souci. Mais si on Pour propose... trouver une solution à un jeune, bien sûr. C'est ça. Mais en gros, là, c'était du clientélisme, même pas caché, quoi. Même pas caché. Donc, je prends du recul et par un contact, un ami commun qu'on a, je rencontre Samy, avec qui on a énormément de discussions, avec qui on a énormément de points communs sur la pensée politique. Et je me dis, en fait, pourquoi pas y aller, quoi? Pourquoi pas y aller? Parce que quand je vois le niveau politique actuel, aujourd'hui, dans nos quartiers, il y en a des centaines, des jeunes compétents qui pourraient prendre un mandat. Et donc, je me dis, allez, on s'engage. Et c'est comme ça qu'est né mon engagement politique donc en 2021. Ok. Moi, je veux revenir un petit peu dans le temps. Samy, il y a une journée dans ton enfance qui t'a marqué, ou un souvenir de jeunesse marseillais, le bus à Saint-Franc, les guinguettes, les barbecues. Raconte-moi un petit souvenir. Les soirées pour que- dansantes, Alors, les après-midi dansants. Non, mais il n'est pas aussi vieux que ça, Samy, quand Eh même. oui. non, Le 324, la solitude. il y a tellement, mais il y a un moment enfin, voilà, tu me poses la question, il y a un moment qui me vient à l'esprit, c'était en 1984. Il y a au stade de Vélodrome, il y a la demi-finale de la Coupe d'Europe qui se passe en France, et de mémoire, c'était, oh là là, je crois que c'était, putain, si je dis pas de bêtises, c'était France-Portugal, je crois. Et je rentre dans Pour l'Euro. et je rentre dans ce stade Vélodrome avec l'un de mes oncles et ses amis. Il me portait sur ses épaules.
J'avais à l'époque 9 ans, tu vois. Aujourd'hui, j'en ai 50. Et ça, tu vois, il y a des moments où ton regard sur l'autre, il change. C'est que le stade, il est plein à vomir, tu sais. Et je rentre et je voyais pas grand-chose. Il me prenait sur les épaules, mais c'était plein. Et d'un coup, il y avait, je te mens pas, une ligne de CRS comme ça, qui bloquait, enfin, qui faisait en sorte, parce que à l'époque, dans les virages, vous avez un faux plat là, au L'ancien bas stade. du virage, dans l'ancien stade, Mhm. où il n'y avait rien. Et les gens pouvaient s'asseoir, enfin, tant bien que mal, mais là, c'était vide. Et à un moment donné, je vois un chef de CRS qui fait signe à mon oncle comme ça, et qui lui dit viens, 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 et il me prend par les bras et va me faire asseoir là-haut où j'ai vu tout le match, j'ai vu tous les débordements de Bruno Bellone, j'ai vu un but magnifique quand il déborde, il centre, il y a eu but, alors je ne saurais pas vous dire qui a marqué, et j'ai vu le match de manière magnifique. Et à la fin du match, et en plus il m'avait amené le drapeau de la France, où je me rappelle, sur le bandeau blanc, il y avait un coq bleu, alors j'étais tout content, tu vois, mais il m'a... À la fin, ils ont été... Les CRS, hein, tu vois, des fois les CRS, ils sont dans un autre rôle. Et il m'avait récupéré, ils avaient été hyper bienveillants avec moi. Il m'a ramené jusqu'à mon oncle à la fin du match. Et ça, si tu veux, pour moi, consciemment et inconsciemment, ça a toujours changé mon regard sur la police, tu vois. Parce que quand tu sais, quand tu es dans les quartiers, des fois, et c'est souvent le cas, tu voyais la police, tu te mettais à cavaler, tu ne sais même pas pourquoi. Et quand tu voyais la police, au lieu de. C'était toujours. Il y avait une situation problématique. Moi, très jeune, j'ai eu un rapport à la police qui a été voilà, bienveillant et qui m'a marqué dans mon mécanisme de réflexion vis-à-vis des policiers, tu vois. Comme avant, on disait, enfin, malheureusement, il n'y a pas des jolis mots, mais voilà, tous les Arabes sont des voleurs. Tous les policiers sont les racistes. Eh ben non, lui m'avait vacciné à l'âge de 9 ans avec cette anecdote. C'est ce qui me revient en tête. Tu vois. Et ouais, malgré tout, chaque Marseillais, on Eh revient ouais. toujours à l'OM aussi et au stade Au stade. Vélodrome. Et d'ailleurs, ce que je regrette, c'est, tu me rappelais un souvenir d'enfance que j'avais oublié. On faisait les fêtes de fin d'année, les spectacles de fin d'année Oui, au au stade de stade, Vélodrome. avec les drapeaux. Et aujourd'hui, je trouve dommage que certains Marseillais qui viennent nous voir avec Reda au spot ne sont jamais allés au stade Vélodrome. Eh ouais. Mais bon, ça, c'est ma parenthèse. Mais là, ils l'ont repris. Ils l'ont Ça repris? Ouais, ouais, ça a recommencé. Ah, ben, j'étais pas au courant. Magnifique. Et moi aussi, j'ai une petite question d'abord. C'est plus personnel, ça, parce que tous on vient des quartiers. Ouais. Et en fait, nous, dans nos quartiers, on avait d'autres toits que maintenant. Est-ce que vous arrivez à vous retrouver dans l'image que dégagent les quartiers maintenant? Parce qu'on peut dire des fois c'est la faute des politiques, c'est la faute d'un tel et un tel, mais des fois c'est bien de se remettre aussi nous-mêmes en question. Est-ce que vous vous retrouvez dans les débordements de la jeunesse d'aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours eu des débordements, mais là, on arrivait à un point limite où il faut que ça s'arrête. Moi, personnellement, j'ai pas. Pardon. Je suis pas un ancien. C'est pareil. Après moi, déjà, du haut de mes 26 ans, oui, moi, je me reconnais plus aujourd'hui dans la jeunesse d'aujourd'hui. C'est que, en fait, il y a des excès de tout. Il y a des excès de violence, il y a des excès de. Mais c'est un fait sociétal, en fait. C'est que la société, aujourd'hui, elle est de plus en plus dure. Et donc, C'est ça. de fait, les quartiers deviennent de plus en plus durs. Heureusement, on arrive avec les générations aussi. Moi, 2, 3 générations avant moi, j'arrive quand même à garder le lien. Mais ceux d'après, c'est très compliqué, en fait. Ça devient très compliqué parce que il y a, il y a tout qui est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Avec les téléphones, les smartphones, il y a tout qui va beaucoup plus vite, l'information va beaucoup plus vite. Les jeunes, aujourd'hui, un jeune de 10 ans, et quand il s'adresse à toi, tu as l'impression qu'il en a 20 presque. Donc voilà, tout est devenu un peu trop compliqué, mais je garde espoir et je me dis que ça va rentrer dans l'ordre. Espérons. Samy, Alors moi non. Enfin oui, je suis comme Dinks. J'ai beaucoup de peine pour la jeunesse d'aujourd'hui, vraiment. Hein. mais bien Et sûr. même si elle est malheureusement parfois mal polie ou pour pas dire mal éduquée, mais j'ai beaucoup de peine pour eux parce que si tu veux, à mon époque, à notre époque un peu, tu vois, on se suit un peu tous dans des générations qui se succèdent. Mm. C'est que avant, si tu veux, tu avais des structurations familiales, même sur des familles recomposées, et même s'il y avait des familles monoparentales, tu avais toujours l'oncle, la tante,
c'était lié tout ça. Le voisin. Et voilà. Et le voisin, c'était même plus ton voisin en vérité, c'était ta famille. Mais vraiment, hein, c'était sûr. ta famille, même s'il n'avait rien à voir avec toi. Je veux dire, la chance que nous a donné cette ville, pour pas dire ce pays, c'est d'être considéré un frère comme un mec qui vient des Comores, de l'autre côté de la terre, ou un mec qui vient d'Arménie, d'Italie, voilà, bien sûr. de tout horizon. Donc, il y avait, si tu veux, à un moment donné, il y avait cette sagesse ou cette lucidité qui fait, mais à un moment donné, attendez, on vient du même milieu, on ne va pas se massacrer et on va un peu se respecter. Il y a un truc que tout le monde dit, mais tu vois, c'est devenu même presque ludique. Ah ouais, mais avant, moi, je voyais la maman de quelqu'un, j'y portais les courses. Mais ça signifiait beaucoup de choses. Moi, je me souviens quand on était assis dans les escaliers. Alors aujourd'hui, les cages d'escalier, c'est tout autre chose. Mais nous, on se levait. C'est-à-dire, on se levait debout. On ne restait pas assis quand quelqu'un est passé. Et des fois, on sortait sans même qu'ils nous disent qu'est-ce que vous foutez là. Donc, si tu veux, moi, je pense à cette jeunesse. Je me dis, nous, on nous a transmis des codes et il y avait quand même un cadre. Un cadre qu'on ne voyait pas, mais qui existait par les relations des uns et des autres. Je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse, elle a besoin qu'on l'aide à récupérer tous ces codes. Et je dis qu'il va venir par un biais, parce qu'on est toujours là. Il faut culturellement amener beaucoup plus de choses dans ces quartiers. Beaucoup plus de choses. Il faut donner aux jeunes beaucoup plus de codes et à travers la culture, leur amener beaucoup. Moi, je vais te raconter une anecdote qui s'est passée. Elle s'appelait Madame Dupré. Madame Dupré, au collège, qui n'est pas très loin d'ici, Édouard Manet, au bas des Flamands, en face le Mail et la Busserine. Voilà. Je suis là et on faisait les cons. Hein, voilà, on faisait les cons, comme des cons. En fait. On était des vrais cons. Et on est en cours d'histoire. Et d'un coup, je l'ai vue, elle s'est mise à hurler. Mais à hurler. Elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, alors, c'est vrai, elle avait en face de elle toute l'Afrique, hein, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Bon, voilà, il n'y avait que ça. La mixité n'existait pratiquement pas. Hein. Donc, on était là et elle commence à hurler, à hurler, à hurler. Elle me dit, je ne comprends pas. Et vous êtes issus de... Mais moi, je n'avais rien compris. Hein. Vous êtes issus de civilisations magnifiques et de machin. Voilà ce que vous êtes devenus. Honte à vous. Moi, qui ça raconte? Je rentre chez ma mère, je dis, mais de quoi elle parle? Elle dit, on est issus de ça, de ça, de ça. Bon, ma mère, qui était lettrée, qui lit beaucoup, et je l'embrasse si elle verra ces images, elle dévore des livres sans cesse. Je dis, mais maman, de quoi elle parle? Elle dit, et elle m'explique, elle me dit, eh ben voilà, la civilisation méditerranéenne, maghrébine, musulmane, africaine. Ma mère, il y a bien longtemps, m'avait expliqué ce qu'était le royaume du Mali, plein de choses. Et elle me dit, voilà, mais elle a raison, cette dame. Alors arrête de faire le con avec les autres. Et si tu veux, si on revient en disant, vous êtes des Marseillais, ok? Comme je sais pas moi, les gens d'origine italienne peuvent se valoriser de ce qu'a été Rome. Je veux dire, les gens d'origine maghrébine ou africaine peuvent se valoriser de quelque chose comment dire, de valorisant. Et si ça, on se l'inculque aux uns aux autres à cette jeunesse, je pense qu'elle va arrêter à un moment donné de faire du mal, mais surtout de se faire mal à soi-même. Donc il y a beaucoup de codes qui ont disparu. Il y a beaucoup je veux dire, la structure familiale a complètement explosé aujourd'hui. Tu as beaucoup plus de familles qui divorcent. Et moi, je trouve que avant de faire mal, cette jeunesse, elle est victime de la société. Ouais. Exactement. On pose souvent la question, si tu deviens maire, qu'est-ce que tu rajoutes? Bon, je ne suis pas candidat, mais moi, j'aurais rajouté la treha parce que on nous l'enlevait et ça nous faisait du bien des fois. Un petit Saint-Franc, un petit taclé. Cela ne nous regarde pas. Tirez l'oreille. Moi, j'ai rien dit. Hein. Je cautionne pas ces propos. Justement, allez, voilà, on va passer à cette question de Vinx. Si un jour, tu deviens président, maire de secteur, maire de mairie centrale, qu'est-ce que tu remets au goût du jour? La proximité. Aujourd'hui, je pense que si j'étais maire, c'est la proximité qui serait mon mot d'ordre, mais une vraie proximité, pas celle des façades, pas celle où on va voir un groupe de jeunes pendant 10 minutes et on prend 47 photos, celle où la mairie deviendrait la maison du peuple, là où un jeune pourrait pousser la porte
et il passait toute la journée s'il voulait. Et quand il ressortirait de cette mairie, il y ressortirait avec énormément d'informations et des éléments qui vont permettre sa croissance. Voilà le mot d'ordre que je donnerais. Et je rendrais aussi tout plus accessible. Parce qu'aujourd'hui, quand on sonde un peu la jeunesse, mais pas que, tout le monde en fait, les habitants, etc., on a l'impression que tout est devenu beaucoup plus inaccessible. Tout est devenu beaucoup trop compliqué. C'était comme si on a l'impression que là-haut, on a des gens qui compliquent un peu tout pour le rendre inaccessible et garder un peu le monopole sur le bien de la cité. Donc voilà ce que je ferais si j'étais aux responsabilités. Samy. Alors, moi, je veux rappeler le dernier rassemblement que nous avons fait avec Ambition Citoyenne. La thématique, c'était « Moi, maire de Marseille ». Alors, juste, je me permets de définir le fonctionnement d'Ambition Citoyenne. C'est que sur fonds propres, c'est sur nos deniers, on loue à chaque fois une salle et on pose une thématique. Et nous avons un pupitre, on met le pupitre avec le micro, et au lieu que ce soit un élu comme moi ou un sachant quelconque qui vient expliquer la vie, c'est les gens dans l'auditoire, à chaque fois qu'ils veulent prendre la parole, ils viennent au pupitre. Et la thématique, je rebondis sur votre question, c'était « Moi, maire de Marseille ». Or, quelqu'un dit « Moi, si je suis maire de Marseille, je ferai ça ». Alors, moi, je n'ai pas la prétention d'être maire de Marseille. Nous avons un maire qui est pas mal, hein, allons-y, même s'il faut améliorer beaucoup de choses et il faut du temps pour ça parce qu'à l'échelle d'une ville, il va falloir quelques mandats pour qu'on soit tous satisfaits. Mais si j'étais maire de Marseille, je créerais, si tu veux, pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, des forums. Des forums, c'est-à-dire des lieux où constamment, à longueur de semaine, ou à longueur d'année et à longueur de mandat, les gens se réunissent et viennent discuter de thématiques, tu vois. Déjà, se parler, même quand on n'est pas d'accord, se parler, c'est le début de la fraternité. Il faut que les gens y viennent. Et dans des moments, alors qu'on peut réfléchir ou construire, hein, parce que moi, je disais, dans le plan d'urbanisation, il faut imposer dans tous ces ensembles immobiliers qu'on construit, des lieux communs, une salle ou à l'extérieur même un genre de forum à la romaine où on vient créer à chaque fois de la discussion. Donc, si j'étais maire de Marseille, ce que j'ajouterais, c'est vraiment toujours ces lieux constants qu'animerait la mairie de dialogue entre les uns et les autres parce que les gens ont envie de se parler. Vous savez, quand vous êtes un homme politique, la première chose, alors je ne me définis pas comme un homme politique, mais je pense que la qualité qu'il faut gagner, c'est savoir se faire engueuler. Parce que les gens, ils ont besoin de se parler, de s'entendre. Et déjà, dialoguer, c'est très important. Donc, je créerai ces moments fraternels où on vient, même s'engueuler, sans violence. Sans les épées. Non, s'engueuler. Tu sais, déjà se parler, comme j'ai dit, c'est le début de la fraternité. Et c'est ça que je mettrai, moi, vraiment en évidence et à l'honneur. Et vraiment de mettre ça de manière très importante dans une décision. Et la première, ça serait celle-ci. Super. Alors, avant de passer aux questions des jeunes, je veux revenir sur un petit point. Tu as dit plusieurs mandats pour un petit peu réorganiser la ville. Alors bon, moi, j'ai l'impression d'être né avec Gaudin. Et des fois, dans ma tête, c'est encore Gaudin, le maire de Marseille. Non, tellement j'ai eu l'habitude que c'était que lui. Car je ne suis pas quelqu'un de politique. Et beaucoup, les jeunes, ils me disent, mais Taureau, la politique, c'est un coach de foot. Ils changent, ils reviennent et tout. Ils ne comprennent pas trop. Mais c'est bien. Alors, tu as dit plusieurs mandats. Ça m'a un peu marqué. Parce qu'un seul mandat, c'est quoi? C'est 3 ans, c'est 10 ans, c'est 6 ans. Alors, ça dépend, mais pour la ville de Marseille, c'est 6 ans. Donc, c'est 6 ans. Un mandat, c'est 6 ans. Et si tu veux, on est dans une société qui a la culture de l'immédiateté. Tu vois, aujourd'hui, tu veux quelque chose, tu le commandes sur ton téléphone. Tu remplis avant, tu fais une quelconque démarche, tu fais ça de ton téléphone. Tu veux, il faut que tu as. Et la société s'est construite comme ça. Alors qu'à l'échelle d'une ville, quand tu veux changer, améliorer, changer la vie sociétale, ça prend du temps. Mais pour que ça marche, il ne faut pas, quels que soient les élus qui viennent à la fin du mandat sur le nouveau mandat, que ce soit les mêmes ou que ce soit d'autres, même s'ils ont une autre couleur politique, ils ne doivent pas à chaque fois reprendre les choses à zéro. Les bonnes choses, il faut continuer à les faire. Même si c'était pas c'était un cas adverse, il faut quand même... Il y a des choses, il faut le reconnaître, hein, quelle que soit la couleur politique, il y a des choses qui sont bonnes. Après, il y a des orientations qui ne sont pas les mêmes. Mais
il faut garder et développer. Et il faut arrêter, vraiment, dans cette société, il faut arrêter de vouloir tout et immédiatement. Toujours, toujours. Je veux ça pour tout de suite. Non, il faut savoir construire pour l'avenir. C'est pour ça que moi, je suis heureux d'avoir Denks comme... je vais pas le définir parce qu'on va risquer, je vais lui faire que des éloges jusqu'à 5 heures du soir. Mais je veux dire, je suis heureux quand il y a des jeunes comme Denks qui sont investis. J'ai envie qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui rentrent et qui s'engagent. Et c'est eux qui vont être le relais de ce qu'on peut amorcer aujourd'hui. Eux vont consolider et après eux, ils vont, comment dire, achever toute la bonne action. Et après, s'ils sont... Moi, j'espère que la ville restera à gauche. Hein. Je le dis parce que la gauche n'a pas le monopole de rien du tout, mais je trouve qu'elle a quand même le monopole de... Enfin, qu'elle est plus accentuée dans la fraternité entre les uns et les autres. Je suis entrepreneur, je ne crache pas dans la soupe. La culture comment dire, de la performance, c'est très bien aussi. Et l'argent, ce n'est pas une fin en soi. Mais voilà, il faut que maintenant on comprenne que pour que ça change, oui, il y a des choses qu'on peut changer très vite, mais pour changer les choses à l'échelle d'une ville, il faut quand même un peu de temps. Magnifique. Parfait. Pat Le Guen, est-ce que tu es prêt pour les questions? Sofiane, De notre jeunesse. tu peux nous envoyer une petite question, Sofiane? Bonjour, je m'appelle Mélanie et j'ai une question pour vous. Comment comptez-vous faire de la jeunesse marseillaise, des quartiers nord comme sud, une force unie et motrice pour l'avenir de la ville? Et quelles mesures allez-vous prendre pour que tous les Marseillais puissent vraiment faire entendre leur voix? Alors, très bonne question et merci. Pour faire en sorte que cette jeunesse-là brille comme elle devrait briller, c'est tout simplement en les accompagnant à l'émancipation. Quand on donnera des moyens aux jeunes de construire leurs projets, quand on leur fournira un accompagnement adéquat avec leurs attentes, c'est comme ça qu'on va faire en sorte. On est dans une ville à Marseille où on a une richesse de la jeunesse qui est incroyable. Et moi, je trouve qu'on ne l'exploite pas assez. On ne l'exploite pas assez, malheureusement. On a une jeunesse qui, aujourd'hui, on le voit, hein, est tellement dégoûtée, entre guillemets, du système actuel, qui vont à l'étranger après leurs études ou qui s'en vont parce qu'ils ne trouvent pas leur compte ici. Et l'intérêt que nous avons à Marseille, c'est de la garder, cette jeunesse, et de la faire foisonner. Comment on la fait foisonner? C'est en les accompagnant et surtout en étant à l'écoute. Samy l'a dit tout à l'heure, c'est la rencontre, c'est les échanges qui vont faire que tous ensemble, on va pouvoir trouver des éléments pour que la jeunesse soit épanouie ici et qu'elle puisse entreprendre à sa guise. Parfait. Et Sofiane, Bonjour, je me présente, c'est Mohamed Ali et j'ai une question pour vous. Malgré les aides mises en place au niveau national et local, la précarité financière touche encore fortement les jeunes et les étudiants à Marseille. Comment l'expliquez-vous et quelles solutions concrètes pourraient, selon vous, être envisagées? Alors, moi, je l'explique parce qu'on emploie les mauvais remèdes face à toutes ces maladies sociétales. La solution que moi, je préconise, c'est qu'à un moment donné, il faut, comment dire, il faut mutualiser. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, je vous donne un exemple. Vous êtes un club de sport ou un club quelconque, une quelconque collectivité vous aide à financer un véhicule. Ce véhicule, il est utilisé des fois peut-être 2 jours par semaine pour l'association ou autre. Moi, je porte un projet avec les camarades d'Ambition Citoyenne et GRS, c'est de mutualiser, c'est de créer je perds mes mots, je suis désolé, c'est de créer des coopératives. C'est-à-dire d'avoir, exemple, une coopérative qui soit à la tête d'une belle cuisine équipée qui puisse donner à une quelconque association de mamans ou de famille, voilà, vous avez un planning, vous pouvez jouir de cette cuisine très bien équipée à tel moment. Et on partage ce bien commun. Au lieu que ces subventions viennent nourrir au contre-goutte des associations qui sont en train de jouer le rôle, attention, de la République et de l'État. Parce qu'aujourd'hui, dans nos quartiers, ce qui fait mal à nos quartiers, ce qui fait mal à notre jeunesse, c'est l'absence de République. Donc nous réclamons, que la République revienne dans ces secteurs-là, avec tous ces services publics. 2, la solution immédiate, c'est de mutualiser tout cela.
que ce soit une cuisine, que ce soit des moyens de transport, que ce soit des moyens et même des moyens humains. Moi, j'ai été à la tête d'un club de foot qui a fait fusion avec un autre, et après un autre, et après un autre, et nous avons mutualisé les moyens. Le bénévolat, on avait beaucoup plus de bénévoles parce qu'on était tous ensemble. On a plus, enfin, il y a des avantages et des difficultés, mais je pense qu'à un moment donné, si on concentre les moyens sur les mêmes outils, qui soient à la fois par répercussion bénéfiques au meilleur, je crois que la jeunesse, elle va s'en trouver valorisée et faciliter. Enfin, son parcours de vie sera beaucoup, beaucoup mieux de par ces répercussions-là. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Zoé et j'aimerais savoir pourquoi il y a aussi peu d'opportunités d'alternance pour les jeunes. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'on est constamment, encore hier, j'étais sollicité par des jeunes par rapport aux alternances. Mais ça, moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas dire pourquoi les jeunes n'arrivent pas à trouver d'alternance. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est à nous, à nous. C'est à l'État. À l'État, les politiques, mais tous, en fait, tous les acteurs un peu publics du territoire qui doivent faire en sorte que ça n'arrive plus, en fait. C'est pas normal que des jeunes qui se cassent la tête aux études n'arrivent pas à trouver une alternance. Et souvent, le résultat final, c'est que ils lâchent prise et ils abandonnent. Et il faut pas ça. Il faut vraiment pas. Donc, comment on fait ? Il faut aller voir les entreprises, il faut aller voir les sociétés dans tous les domaines que ce soit et leur dire, à un moment donné, stop. Il faut taper du poing sur la table et dire, tous les jeunes que vous avez, il faut les prendre là. Il faut les prendre en alternance parce que aujourd'hui, on a... moi, j'arrive pas à concevoir que notre jeunesse puisse se perdre à ce niveau-là, en fait. Et le but, c'est d'aller voir les entreprises, voilà, et de leur dire, accueillez cette jeunesse-là. Souvent, elles sont réticentes, les sociétés, à récupérer des alternants, mais il faut pousser en ce sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout qu'aujourd'hui, le problème, à l'époque, c'était beaucoup les jeunes des quartiers nord qui n'arrivaient pas à trouver d'alternance. On a un partenariat avec Edge. Edge, c'est une très bonne école marseillaise. Elle est payante, donc il faut avoir des moyens financiers pour aller sur cette école. Et on a reçu 5-6 filles qui sont géniales avec Reda, qui n'avaient pas d'alternance. Elles venaient de bonnes familles, elles avaient un bon CV, elles avaient la bonne couleur de peau, comme on peut dire, le bon prénom, tout ce qu'il faut. Et elles ne trouvaient pas d'alternance. Donc c'est un sujet qui touche autant les jeunes des quartiers nord que les jeunes du 8, les jeunes du 12. Je pense que c'est même un sujet national. Donc c'est un appel en haut à l'État. Trouvons des alternances pour nos jeunes. Bien sûr. Urgemment. En fait, moi, je dis qu'il y a aussi un fossé entre le monde politique et le monde de l'entrepreneuriat et du professionnel. Le rôle du politique, c'est de faciliter aussi cela. Alors, c'est bien beau de monter des congrès, des machines, tous ces bidules trucs, mais quelque chose de constant qui permette aussi l'interaction entre la jeunesse et le monde de l'entrepreneuriat à Marseille. Je pense que la ville peut avoir et les moyens et les arguments de cela. Et que les jeunes, et surtout les jeunes qui souffrent d'une discrimination à l'adresse, puissent avoir accès à ces stages, parce que c'est pénalisant dans leur carrière. Souvent, beaucoup abandonnent leurs études par défaut de stage. Et souvent, on a des entrepreneurs aussi qui ne savent même pas, ils refusent catégoriquement, ils ne veulent pas se casser la tête, mais ils ne savent même pas la valeur ajoutée que peut avoir un jeune et un alternant. Et le coût pour la société, l'avantage, il est énorme. Donc, ce n'est pas son rôle premier à la ville, mais je pense qu'elle peut jouer son rôle, quand je vous ai dit, créer ces lieux communs, ces lieux de rencontre, et c'est au-delà du forum, c'est constant. On a la maison de l'emploi, on a d'autres outils qu'il faut mettre en avant et de manière beaucoup plus lisible. C'est surtout pour notre avenir à nous, même pour le système français, parce qu'on est dans un système social, donc il faut penser à la retraite, payer les retraites. Donc si les jeunesses ne travaillent pas, qui va payer les retraites? Donc, mais au-delà de ça, parce que quand on parle de la jeunesse, j'ai envie de vider un peu mon sac, mais il ne faut pas non plus que l'alternant devienne l'esclave des temps modernes de la société, parce que ça, on l'a vu aussi. Des structures qui prennent des alternants et qui leur font faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça, d'où l'importance, je pense, d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe en disant, voilà, on vous impose, aux sociétés, on vous impose de prendre sur une période définie des alternants, mais regardez, qu'est-ce qu'on en fait de ces alternants? Oui, mais après, c'est dans les bureaux, ça. Ça veut dire c'est à la fin de l'alternance, tu peux voir
les compétences, tu as acquis l'alternant. Donc, tu peux avoir un suivi sur ça. Mais pour l'instant, le vrai problème, c'est de trouver des alternances. Bien sûr. Parce qu'il y en a, ils perdent leur école. On leur laisse jusqu'à janvier pour trouver l'alternance. S'ils ne le trouvent pas, ils ne peuvent plus aller à l'école. Et c'est pas le système français qui veut ça. Au contraire, c'est l'inverse. C'est de s'élever. Donc, si le minot ne peut plus aller à l'école, il se sent un peu rejeté, en fait. C'est ça le problème. Ben voilà, on pourrait imaginer un forum avec que des jeunes et dire voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on impose aux sociétés Et comme il a dit Samy, faire une alternance? et les entreprises, Voilà. et expliquer aux patrons la plus-value d'un alternant. Bien sûr. Exactement. Sofiane, J'ai mis une petite story et j'ai une question pour toi, Samy. Après, je te dirai c'est qui. Monsieur Benfer, comptez-vous mettre en avant les jeunes dans le travail des taxis? Ah ben, le projet du taxi, il est immense. Ce que je porte, c'est immense. Et c'est ce que j'ai essayé de faire entendre aux organisations syndicales qui, pour certaines, sont sourdes d'oreilles. J'ai toujours dit que le taxi est et a été un ascenseur social. Beaucoup de gens sont rentrés dans le taxi très jeunes, sans qualification quelconque. Et aujourd'hui, ces gens-là, au fur et à mesure de leur travail, sont devenus des pères épanouis qui ont pu même changer de classe sociale. Hein. S'ils étaient issus d'un HLM ou d'un quartier populaire, bon, c'est bien, moi j'y ai grandi, tout va bien. Mais je veux dire, ils ont pu, à travers le taxi, acheter leur baraque, être sûr. dans une zone pavillonnaire, faire de leurs enfants, au lieu de devenir accès aux études et pourquoi pas devenir des cadres et évoluer dans cette société. Je pense que le taxi, il a ce rôle d'ascenseur social. Moi, vous savez, on est dans un moment où il y a des tensions dans le taxi. Moi, j'ai toujours pensé que la ville se devait d'avoir, à travers le taxi, des jeunes qui puissent y accéder. Alors, j'ai tous les mécanismes dans lesquels je pourrais rentrer dans les détails pour valoriser le taxi, sa disponibilité et faire face à la montée en puissance du VTC. Mais aussi donner accès à ces jeunes au travail du taxi, parce que le taxi, c'est vraiment, vraiment un acteur du lien social énorme et indéfectible. Donc, pour finir là-dessus, oui, les jeunes ont toute leur place. Oui, les jeunes, et s'ils ont envie de devenir taxi, c'est quelque chose de très enrichissant, d'être au contact de la population et de toute la population marseillaise et même d'ailleurs des touristes. Donc oui, et si vous voulez, s'il y a des jeunes qui entendent cela, je ne sais pas jusqu'à quand je serai à la tête de cette délégation. Il reste 2 mois de mandat, mais dans tous les cas, je pourrais leur donner énormément d'éléments et de clés pour dire le taxi, ça vaut le coup. On t'invitera si tu veux dans un. Et le jeune homme a pour, répondu. faire un atelier oui. autour justement de comment devenir taxi. C'est très intéressant Avec parce que plaisir. je vous jure, Oui. le taxi, il y a une face cachée très bénéfique sur le taxi à Marseille et sur le devenir du taxi à Marseille. Avec plaisir. On fera cet atelier. Donc, le jeune homme a répondu et il a écrit: Papa, je t'aime de tout mon cœur. Ah ouais. Sofiane, Sofiane, une dernière question. trois. Encore 3 questions. Moi, c'est Fatima. Je voulais savoir comment la ville compte-t-elle aider les jeunes face à la pression constante qu'ils subissent, que ce soit à l'école, dans la recherche d'emploi ou sur les réseaux sociaux, et à retrouver confiance en eux. Autrement dit, quelles politiques concrètes peuvent être mises en place pour réduire cette pression et offrir aux jeunes un environnement où ils peuvent s'épanouir en toute sécurité? La ville, elle n'a pas. Je comprends cette question, mais c'est pas l'interlocuteur de tout, la ville. La ville, si vous voulez, quand vous êtes élu, vous siégez dans des conseils d'administration, de collèges ou d'écoles. C'est là qu'elle peut jouer son rôle. Mais elle ne peut pas tout, vous voyez. Elle ne peut pas tout. Et comme je l'ai dit sur d'autres volets, Denks l'a dit aussi, elle peut jouer son rôle pour faciliter et améliorer la condition des jeunes, mais il faut pas attendre tout de la ville parce que les jeunes seront énormément déçus. Tout ce qu'elle peut faire dans son domaine, hein, vous le voyez, que ce soit associatif, sportif et parfois professionnel, il faut jouer sur ces leviers-là, mais on peut, en qualité d'élu ou de futur élu pour certains d'entre eux de la ville, elle ne pourra pas tout faire. Elle ne peut pas. Tous les outils, je pense qu'on les a balayés grosso modo, mais elle ne pourra pas tout faire pour la jeunesse. Vous savez, il y a d'autres collectivités. Vous avez déjà
l'État. Après l'État, vous avez la région, vous avez le département, vous avez la métropole et vous avez la ville, chacun dans son domaine de compétences. Donc, je pense que la ville aujourd'hui, elle a conscience de sa jeunesse. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va monter crescendo parce que la jeunesse, c'est la plus grande des richesses que peut avoir cette ville et ce pays. Donc, voilà. Alors, bonjour, moi c'est Johan et je voulais savoir pourquoi le tarif étudiant RTM reste aussi cher pour les étudiants. Déjà, c'est pas Joanne, c'est Rachid, je t'ai reconnu. Ah, c'est Rachid, il est trop fort ce minot. Ah, c'est un surnom que lui donne en rigolant. Une vraie question. Ouais. Pourquoi le tarif étudiant reste aussi cher? C'est peut-être parce que les étudiants n'ont pas été pris en considération sur la mise en place de ce tarif, tout simplement. Et quand vous avez des personnes un peu déconnectées de la réalité et de la situation qui prennent des décisions unilatéralement, voilà les conséquences. Si on avait fait un forum une nouvelle fois, comme l'a dit Samy, avec des étudiants en disant voilà, on a plusieurs tarifs à vous proposer sur lesquels on tranche, et les étudiants auraient eu un droit de parole et un droit de regard, peut-être qu'on aurait trouvé un consensus en disant, par exemple, je me mets à la place de la RTM qui dit, voilà, nous on a besoin de temps pour essayer de rentrer dans une sorte d'équilibre financier pour subvenir à tous les besoins des transports, l'entretien, le développer, etc. Et vous, quelle est la limite à laquelle on peut aller pour que ça n'ait pas un impact direct sur votre économie, sachant que, comme l'a dit un jeune tout à l'heure, c'est ric-rac pour les étudiants. Et pas que, pour la jeunesse en général, c'est super compliqué. Je le vois. Après, à part faire ça, j'ai pas d'autre solution, malheureusement. Arrêtez de prendre le bus à l'œil, s'il vous plaît. Parce que de votre premier emploi, l'État ne vous oubliera pas. Merci Samy. Ah, Sofiane, dernière question. Voilà. Allez, Bonjour, c'est la dernière. Je suis Ibrahim Massinissa et aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Les jeunes se sentent souvent exclus des grandes opportunités. Donc, quel plan concret avez-vous pour réduire ces injustices? Alors, comme je l'ai dit, il faut, Denks l'a rappelé, c'est des forums, mais c'est constant. Vous savez ce que je dis? C'est pas, il faut qu'on parle tout le temps. La ville et ses citoyens doivent parler tout le temps. Et ces forums, comme je vous l'ai dit, ils doivent apparaître dans tous les lieux de la ville, de manière constante et même hebdomadaire, je dirais. Et les jeunes, comme je l'ai dit, personne ne peut le nier, même les grands États, tout ça. Un pays, une ville qui a sa jeunesse, c'est une richesse et c'est l'avenir dans toute chose, que ce soit économique, tous les domaines. Donc, ce que je veux dire, elle peut que s'améliorer. On ne peut pas faire... Lorsqu'on est décisionnaire, on est souvent sorti de la jeunesse. Et on ne peut pas prendre des décisions qui vont à l'encontre. Et vous avez vu le décalage maintenant entre générations, c'est même plus de père en fils. Et, en 10 ans, ça y est, vous êtes déjà dans une autre génération tellement que la société va très vite. Donc, en ayant cet échange constant avec pas les représentants de la jeunesse, mais toute la jeunesse. Vous voyez, moi, au début, quand j'ai pris la délégation des taxis, j'ai rencontré les représentants syndicaux. J'ai rencontré les représentants de ces radios, de ces corporations de radio. Mais à un moment donné, j'ai passé mon temps dehors avec les taxis, à les voir, à discuter constamment. J'allais les voir. Et à un moment donné, j'ai dit non, mais je vais créer des moments clés à la ville. Et j'écrivais à tous les taxis. Tel jour, la ville ouvre ses portes parce que c'est votre maison et venez parler taxi avec l'élu en charge. Et de manière... Alors, la première réunion, j'ai eu une 40aine de taxis. La seconde, j'en ai eu 80. La troisième, pareil, parce qu'on a encore le registre. Et jusqu'à qu'on est monté à plus de 157 taxis. Plus d'un dixième de la profession au même moment, au même endroit. Où la parole est libre, je vous écoute. Alors, moi, je pose quelques thématiques, mais on peut en sortir. Et ce travail constant d'échange avec la réalité. Parce que demain, moi, je suis leader. Alors, on va oublier les taxis parce qu'ils vont prendre ça pour de la provocation. Je parle en général. Demain, il y a quelques leaders représentatifs des jeunes qu'on aura désignés, mais qui, eux, sont dans un autre schéma de l'intérêt général parce que, même si c'est pas malsain, ils sont dans ce truc, voilà, moi, je suis représentant, après, on va leur faire entendre, tu vas devenir le prochain machin, tu vas devenir le prochain truc. Et malheureusement, ils sont
c'est là la lourdeur du système. La mission première est oubliée. Donc, c'est le décisionnaire et surtout l'élu de la ville doit constamment être au contact de toute cette jeunesse par ces forums-là. Et là, il y a un registre qui peut évoluer sur les décisions et on acte des décisions, mais être constamment au contact et pour ne pas faire de mauvais choix ou de mauvaises orientations. Parfait. Merci Dinks. Merci Samy. C'était Manifeste, le podcast 100% politique où on parle de tout, sauf de politique. À bientôt. Merci les gars. Merci. Merci.